Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'était le projet de loi 40 qui est devenu la loi 40. Quels sont les pour et les contre pour les commissions scolaires? On va parler de chez nous, là, de l'Abitibi-Témiscamingue, et principalement celle du Lac-Abitibi. Alors, j'en discute avec l'ex-président de cette dernière commission scolaire, M. Gilbert Barrette. Monsieur Gilbert Barrette, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Dans mon intro, je dis c'était le projet de loi 40 que vous avez défendu. Quand je dis vous, je parle des commissions scolaires, que vous avez défendu bec et ongle, comme on dit. Et puis, le coup de masse est donné. C'était dans les visées du ministre de l'Éducation. Et c'était également dans les visées de la CAQ, parce que dans son programme électoral, c'était assuré que la CAQ disait qu'une fois au pouvoir, on défait les commissions scolaires. C'est suite à ça que c'est devenu la loi 40, qui a fait beaucoup de grabuge dans les commissions scolaires, parce que les commissions scolaires n'existent plus, les élections scolaires non plus. Alors, mon invité était président de la commission scolaire du Lac-Abitibi. Il n'est plus le président parce que ça n'existe plus, tout simplement. Alors, c'était un projet de loi, c'est maintenant une loi. La loi 40, entre parenthèses, imposée sous le bâillon. Ça, je le dis, imposé sous le bâillon, ça choque beaucoup de personnes, mais c'est légitime quand même, il faut le dire, c'est légitime parce que tous les gouvernements le font, sans exception. Le Parti québécois l'a fait, le Parti libéral l'a fait, là, la CAQ le fait, parce que tu peux imposer sous bâillon pour aller plus vite, supposément. Expliquez-nous, M. Barrette, en quoi concerne cette loi et surtout, quels sont, je dirais, les effets négatifs de cette dernière loi pour une commission scolaire, et on va prendre la commission scolaire du Lac-Abitibi, dont vous étiez président. Le premier effet négatif, je pense, c'est de tasser la population qui aurait souhaité participer à des élections, carrément. Même, ça a été le principal argument de la CAQ, ça, il y a 5 %. Mais il comparait souvent aux anglophones. Je n'ai rien contre la comparaison aux anglophones, mais il faut dire qu'il faudrait comparer les choses comparables. Des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Ah, bien ça. Okay. Pour les anglophones, la liste électorale, c'est les parents des enfants inscrits. OK. Tandis qu'ici, c'est tout le monde. Donc, c'est plus la même chose. Général. C'est ça. Okay. C'est plus la même comparaison. Et même ici, Abitibi-Ouest, Lac-Abitibi, c'était une participation d'autour d'un 20 % de participation. Oui, exactement. Ce n'est pas 5 % comme on se plaît à dire. Là. Okay. Donc, les grands perdants, moi, je crois que c'est les régions. C'est la possibilité aux parents de s'exprimer. C'est la possibilité aux parents aussi de venir au conseil des commissaires et apporter des points de vue, apporter des préoccupations et échanger avec le conseil parce que ça s'est passé. Ça s'est passé et on le faisait avec plaisir, avec transparence, avec ouverture. Ça, je pense que c'est la grosse perte. Et une autre perte, et ça, il y a eu un article dans le Journal de Montréal la semaine dernière indiquant que dans les provinces où on l'a fait, éliminer les commissions scolaires, on se prépare actuellement dans au moins 3 provinces de les ramener. Et l'analyse qui en était faite, c'est pas faite par une analyse de commission scolaire, c'est faite par des recherchistes. Les seuls perdants là-dedans, ça a été les parents. Là où on a fait l'exercice. Okay. Et en termes d'économie, oubliez ça, c'est zéro open bar. Donc, les grands perdants risquent d'être les parents, et je dirais quasiment une preuve. Okay. Dans le conseil d'administration, dans le futur conseil d'administration, les parents d'enfants handicapés ne seront même pas représentés. Et ça, pas parce qu'il n'y a pas eu des recommandations dans ce sens-là, aussi bien par les commissions scolaires que même la Fédération des comités de parents, même l'Association des familles autistes, ont fait cette recommandation et le ministre n'a même pas jugé bon d'en tenir compte. On avait un conseil d'administration dans le projet
de 8 parents. Maintenant, on en met 5. Donc, les parents, moi, je pense qu'ils perdent des possibilités d'influence. Et aussi, le restant du conseil est formé de 5 employés et 5 de la communauté. Donc, les grands perdants, là, c'est les régions comme nous. Et on prive la population, pas nécessairement juste les parents, on prive la population de pouvoir s'exprimer sur les services qu'on peut rendre aux élèves. On est habitué un peu, M. Barrette, avec la CAQ. La CAQ a fait, moi, j'aime promesse ou engagement, appelez ça comme vous voulez, j'aime pas le mot promesse, j'aime engagement. La CAQ a fait des engagements à venir à date sur beaucoup de choses au Québec. On est après mettre ces engagements-là au présent, on est après les réaliser. Mais très souvent, on en a vu, on a envoyé ça sur la table, on a fait une loi avec, puis c'est comme se dire, on va envoyer ça sur la table, on va regarder la réaction de la population, puis après, ben là, on corrigera. On a vu ça souvent, là, à venir à date par le gouvernement en poste. Ouais. Est-ce que ça peut arriver la même chose avec la loi 40? On l'a jeté sur la table, on l'a approuvé sous bâillon, le projet de loi est devenu une loi en bonne et due forme, mais on peut abréger une loi aussi, on peut y aller puis travailler la loi à place de le faire avant. Simon Jolin Barrette, on l'a vu, c'est comme un spécialiste un peu, il a corrigé différentes affaires. Est-ce que il se peut, je dis il se peut, avec les contacts que vous avez, est-ce qu'il se peut que le gouvernement de la CAQ reprenne la loi, qui est maintenant une loi, la loi 40, puis on la modifie un peu suite à ce que les anciennes commissions scolaires ont demandé? Est-ce que c'est une chose possible ou bien non? Selon vous, c'est là et c'est comme ça? Selon moi, à court terme, là, ça va être le statu quo, ça va être la loi qui est passée parce qu'ils vont vouloir sauver la face en disant que c'est une bonne chose qu'on a faite. Et comme l'introduction un peu que vous faites à ce petit sujet-là, on appelle ça faire du populisme, faire plaisir aux oreilles du monde. Et souvent, ça fonctionne un peu, mais est-ce que c'est profitable à long terme, à moyen et long terme? Je suis loin d'être convaincu de ça. Mais à court terme, là, c'est sûr que ça va demeurer. Dépendant, est-ce qu'il va y avoir des poursuites? Moi, j'ai la presque certitude qu'il va y avoir des poursuites, que ce soit par les anglophones ou les enseignants, oui, parce qu'on parle ou un groupe de citoyens à un moment donné. C'est des choses les commissions scolaires anglophones veulent imposer une loi, ils veulent aller en justice avec ça. C'est sûr que là, la loi est déposée. C'est pour ça que je vous demandais, selon vous, est-ce qu'elle peut être modifiée? Ah, c'est sûr qu'elle pourrait être modifiée, mais sûrement pas, là, je ne sais pas, dans les 3-4 prochaines années, à moins qu'il y ait des imbécilités là, flagrantes là, qu'on doit amender. Ça, c'est toujours des choses possibles, ça. Et aussi, il y a des réglementations qui arrivent avec ça, ces lois-là. Donc, là, quel type de règlement qui va y arriver? Exemple, une réglementation qui c'est pas dans la loi, c'est le supérieur aux médias du directeur général. C'est bien sûr le conseil d'administration, mais comment va se passer l'évaluation de la direction générale? C'est pas nulle part dans la loi. Donc, c'est des directives ou de la réglementation qui va arriver pour clarifier ou encore appuyer ces éléments de la loi, de cette loi. M. Barrette, les commissions scolaires deviennent des centres de service. Oui. Moi, quand j'entends et je lis le mot « centre de service », là, j'ai eu affaire à, me semble, un genre de loi comme ça déjà, où j'étais fonctionnaire provincial. Puis, je vais m'abstenir de commenter. Mais par contre, moi, je vous demanderais la différence entre hier, avant la loi 40, et aujourd'hui, avec la loi 40, concernant ces fameux centres de services-là. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre hier et aujourd'hui? La différence entre les cas et ça, moi, j'utilise une expression, son jupon a dépassé à un moment donné au ministre. Et ça, on recule de quasiment 1 an.
quand il a dit 72 gouvernements, c'est pas menable. Ça veut dire que je veux m'organiser pour mener, ça. Faut pas venir se faire le dessin. Donc, ce qu'il veut faire, en fait, ce qui est embêtant, c'est d'avoir dans les régions des gens qui pouvaient s'exprimer un peu différemment que les directives étaient données. Et ça, on appelle ça un contre-pouvoir. Ça, c'est tannant, ça. Mais actuellement, avec un conseil d'administration, pas parce qu'il y a du méchant monde, là, mais les directives ou les règles qui vont être autour, et surtout que normalement, un conseil d'administration qui se respecte, vous en avez connu, j'en ai connu, c'est le président ou la présidente qui est porte-parole du conseil. Mm-hmm. Actuellement, dans le prochain conseil, c'est pas le cas. Dans le prochain conseil, c'est la direction générale qui va être la porte-parole du conseil, et non le président ou la présidente. Ça veut dire quoi, ça? Mettez-vous à la place de la direction générale qui doit exprimer un désaccord ou encore une nuance à une directive que le ministre a apportée. La personne va plutôt être très inconfortable. Et le conseil d'administration ne pourra pas s'exprimer parce que ce n'est pas eux qui seront les porte-parole. Donc, ça vous indique un peu l'intention qui est en arrière du ministre et du gouvernement, qui est celle de faire taire les gens qui auraient des observations à apporter, qui pourraient contrecarrer les directives. En fait, on appelle ça, comme je disais tantôt, le contre-pouvoir. Et ça, c'est le bout qui risque d'être très différent, ce qui s'est vécu jusqu'à maintenant, et qui a été profitable pour les régions. Et moi, je ne me gênais pas pour le dire, je mettrais au défi le ministre de trouver une décision d'une commission scolaire dans Abitibi-Témiscamingue qui a porté préjudice aux enfants. Je suis convaincu qu'il n'en trouvera pas. Sûrement pas. Parce que les gens qui sont autour de la table, qui étaient autour de la table, il y avait un objectif, c'était de rendre service au monde. Monsieur Barrette, moi, quand je regarde ça aller, je fais un parallèle entre les deux plus gros ministères au Québec, santé, éducation. Et lorsque l'on regarde aller tout ce que c'est qui concerne l'éducation, je ne suis pas capable de m'empêcher de faire un certain parallèle avec la réforme Barrette. Et ce n'est pas vous, la réforme Barrette, mais entre la réforme Barrette et la réforme Roberge, au moment où l'on se parle. On rapatrie ce qui est chez nous, puis on va centrer ça dans la région. Ou, au pire, on va le centrer à Québec. Est-ce qu'on peut voir un certain parallèle? Il y a un grand risque parce que dans la loi, à plusieurs endroits, il est mentionné que le ministre peut décider. Le ministre peut, selon le ministre, il y a beaucoup de pouvoir. Donc, c'est une centralisation au maximum qui est dans le décor, qui est risquée. Juste la possibilité que les parents choisissent leur école d'un autre territoire. Exemple, des gens de Tachereau qui veulent aller à l'école à Launay, ça serait des choses possibles. Et maintenant, ça va être quoi? La survie, le risque de survie des écoles, là, il y a un risque possible. Donc, c'est clair que c'est une centralisation qui s'annonce. Et on a fait juste regarder les directives qu'on a reçues récemment. Entre autres, il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu une tempête il y a 3 semaines, là. Mais il y avait une tempête dans la région de Québec, mais ici, il n'y en avait pas. Mais la commission scolaire ou l'ex-commission scolaire a reçu une directive le matin, s'informant de combien il y avait d'écoles de fermées, ça représentait combien d'élèves. La directive est entrée à 7h moins quart et à 7h30, ça prenait une réponse. C'est tout nouveau, c'est des tempêtes en Abitibi-Témiscamingue. Et on n'a jamais géré ça, la question. Vrai, donc, on n'a pas de neige d'outils, jamais. C'est ça. Fait que pour vous donner une idée de comment on veut maintenant influencer ou diriger à partir du haut ce qui va se passer dans les régions, ce qui va se passer dans les territoires. Quand on parle que les décisions vont se prendre dans les écoles, ça se passe actuellement. Je mets au défi une direction d'école, puis j'ai passé ma vie dans les écoles. Oui, exactement. Donc, les décisions se prennent actuellement dans les écoles. Les projets éducatifs se passent actuellement dans les écoles, s'élaborent actuellement dans les écoles. Donc, c'est sûr, ils ont fait leurrer à la population qu'actuellement, tout se décidait dans les bureaux de direction et pas dans les écoles. C'est complètement... En fait, c'était de la fausse représentation. Qui sont les mieux placés pour prendre des décisions
apporter des jugements que les personnes en place chez nous, et je parle de chez nous, des personnes, si c'est Rouyn-Noranda, pour une décision de Rouyn-Noranda, si c'est l'Abitibi-Ouest pour une décision en Abitibi-Ouest, qui sont les mieux placés? Je ne pense pas que ce soit les personnes, et j'ai rien contre les fonctionnaires provinciaux, là, absolument rien, mais je ne pense pas que le fonctionnaire provincial qui est assis dans son bureau à Québec en sache beaucoup plus, lui, de ce qui se passe dans la commission scolaire de l'Abitibi ou la commission scolaire à Rouyn-Noranda, etc. Je pense que les mieux placés demeurent ceux qui sont en poste. Mais là, ils ne seront plus là. C'est bien clair que, parce que la vie se passe sur les territoires, la vie se passe dans les écoles, dans les paroisses, la vie se passe dans les bureaux, oui, mais avec les commissaires, les ex-commissaires, il y avait des représentants de secteur. Actuellement, il va y avoir des secteurs que la direction générale devra élaborer bientôt. Je pense qu'ils ont jusqu'à la mi-mars pour élaborer les 5 secteurs qu'il devrait y avoir. Mais on avait jusqu'à 10. Donc, il y a une bonne différence. Mais ça va être un défi différent à réaliser. Mais il reste qu'effectivement, qui pouvait répondre le mieux, c'était les gens sur les territoires. Et comme on s'est déjà mentionné, c'est clair là-dedans, c'était pour faire de l'électoralisme, c'était pour faire du populisme, c'était purement une promesse faite, une promesse réalisée, sans vraiment réaliser... Avoir les pour, les contre. Les pour, les contre. Et quand on pense à tous les gens qui ont collaboré, qui ont travaillé dans les milieux des écoles pour rendre service au monde, et nous flusher, excusez l'expression, là, avec quasiment un coup de pied à la bonne place, là, du jour au lendemain comme ça, sans plus de considération. Et ce qui nous mettait plutôt pas de bonne humeur, c'est quand le lendemain du dépôt du projet de loi en octobre, qui indique comme ça, là, puis même le premier ministre a eu le front d'utiliser une de ses expressions, fini les voyages dans le sud, puis fini le tournoi de golf. Ça, on a trouvé ça plutôt mesquin. Exactement. Expliquez-moi une chose, M. Barrette. Si on prend aujourd'hui avec hier, je donne un exemple, là, typique, là, puis prenez-les pas mal non plus, là, mais bon, je donne un exemple. Des élèves qui vont à l'école, on va dire, au séjour à Macamic, tiens, OK? Bon. Ouais. Il arrive un problème, peu importe le problème, concernant parents, enseignants, étudiants. Un problème quand même sérieux. Hier, ce problème-là était porté à la table des commissaires. Je présume que oui. Puis là, il y avait une décision qui pouvait être prise par la table des commissaires, prendre position, disons. Aujourd'hui, avec la loi 40, le même problème arrive au séjour de Macamic, étudiants, parents, enseignants. Le problème va être réglé par qui? Au départ, je fais confiance aux gens qui sont en place. Okay. Que ce soit les directions d'école, les enseignants, les professionnels. Ça, je fais confiance à ce monde-là beaucoup. J'en connais un grand nombre. Puis, c'est du bon monde. C'est du bon monde, c'est des professionnels. Mais si le problème est pointu et sérieux à un point tel qu'il doit venir à la table de la commission scolaire, qui devait venir là, souvent, on rencontrait les parents. On rencontrait les intervenants et on avait une demi-heure, 3/4 d'heure pour échanger entre nous, pour voir quels sont les choix pour une solution. Okay. Normalement, est-ce que ça va être exactement la même chose? Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que dans la loi, et possiblement que ça va venir dans les directives, comment devra fonctionner les conseils? Quels seront les pouvoirs réels du prochain conseil d'administration, ce n'est pas encore clairement établi. Mais normalement, la grande majorité des problèmes se règlent au niveau de l'école, mais il arrive, parce qu'il y en a eu, puis il va en avoir encore, c'est certain, il arrive que ça doit être à un niveau supérieur quand on parle de suspension d'élèves, quand on parle d'une possibilité de changement d'école à cause d'eux, ça, c'est d'autres solutions. Et quand il arrive aussi le choix des écoles, parce que les parents auront le choix pourront choisir une école. Par exemple, les gens qui viennent ici au séjour pour secondaire, qui demeurent à Sainte-Claire-de-Colombourg sur la route La Serre-Palmarol,
ben ils pourront choisir d'aller à Pointe-Valente s'ils veulent. Ils pourront choisir la Palmerole s'ils veulent. Mais là, actuellement, le choix peut être encore disponible, mais c'est beaucoup moins ouvert que ça va l'être dans le futur. Et ça va être à gérer. Ça va être à gérer. C'est sûr que ça devra établir des règles un peu différentes parce que les lignes, il y avait comme des territoires plutôt réservés actuellement pour le choix des écoles. Mais dans le futur, c'est complètement ouvert. Et juste 30 secondes un peu, oui. Ça peut même vouloir dire un changement de territoire de commission scolaire ou encore d'un territoire d'un centre de service. C'est encore plus... Exemple, Launay qui appartient à Aricana. Dans le futur, un enfant de Tachereau qui voudrait aller à l'école de Launay pourra le demander. Okay. Parce que cette ligne-là n'existe plus. Est-ce que on a vraiment pensé au bien de l'élève dans ça? Je vais vous dire bien franchement, là, vous l'avez pu survoler un peu la loi. Elle est publiée entièrement, là, ça fait une semaine, pas plus. Oui. Et on a essayé dans le projet de loi de fouiller, de retrouver où sont les endroits que vraiment la réussite des élèves va être favorisée. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu et même le ministre ne pouvait pas non plus nous en nommer des endroits où il y en avait. Sauf à travers le comité de réussite des élèves. Mais ce comité-là existe déjà actuellement. Donc, c'est bien clair que le fond du fond, là, c'est qu'on voulait nous éliminer, point. Et faire sans égard de regarder à gauche, à droite, l'élève dans tout ça, lui, il va faire quoi, là? Ça n'apprécie pas pour tout de suite. On réglera ça peut-être plus tard. Mais là, pour tout de suite, c'est éliminer les commissaires, puis éliminer les élections scolaires, que ça va l'air à fatiguer beaucoup de monde, ça. Et ça, c'était la partie populiste. Et c'est sûr que, et je ne blâme pas la population quand on demande des commissions scolaires, ben des fois, c'est peut-être un peu notre faute qu'on a manqué de les sensibiliser au rôle qu'on jouait. Sauf que l'avoir fait, on nous aurait accusé d'utiliser les fonds publics pour faire une promotion de nos jobs. Fait que, et ça, c'était l'autre pendant, si on veut. Une chose qui chicote un peu, M. Barrette, c'est que chez les francophones, les parents et membres de la communauté seront élus par les parents et les élèves. Quand on regarde du côté anglophone, parents et membres de la communauté seront élus au suffrage universel. Donc, chez les commissions scolaires anglophones, on garde le suffrage universel. Ouais. Chez les francophones, on change tout ça. C'est quoi la différence? Et c'est sur ces éléments-là, parce que je dois vous indiquer qu'il y a eu des avis juridiques qui ont été demandés, et c'est clair que c'est des éléments là, qui sont fragiles, c'est des éléments, des zones grises à clarifier, et s'il y a des poursuites, ça risque d'être sur ces volets-là, entre autres sur l'anticonstitutionnalité de la loi, étant donné qu'on a un traitement différent francophone, anglophone, et ça, c'est toute la différence. Et quand on regarde pour l'élection du conseil d'administration, puis là, encore l'autre fois, moi, j'ai passé ma vie à travailler avec des parents, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Mais c'est les parents, ce que vous voulez, par définition, il y a de l'ouvrage à faire aussi comme parent à la maison et tout ça. Sûr. Et le parent devra être d'abord sur le conseil d'établissement. Ensuite, chaque conseil d'établissement va être représenté au comité d'école. Et là, c'est 5 parents du comité d'école qui vont être nommés au conseil d'administration. Donc, vous voyez le parent, là, il devra s'impliquer beaucoup, et ça veut dire beaucoup de temps de disponibilité. Donc, tandis qu'au niveau anglophone, ça va être une élection plutôt semblable qu'il y avait. Je ne veux pas minimiser personne, mais c'est marqué, il reste que les faits demeurent les faits. Dans un journal bien connu, on marque très souvent l'heure juste, on donne l'heure juste, et puis il y a quelque chose qui est très gênant pour le ministre de l'Éducation, M. Roberge, c'est que c'est une mauvaise note pour lui. Il a énoncé que la dernière fois qu'on a inauguré une école secondaire au Québec, c'était en 2006. Les vrais faits, c'est que 2 écoles secondaires depuis 2006, école secondaire de Mirabel en mai 2009 et école secondaire des studios de Saint-Jérôme en décembre 2010. Il a été mal renseigné.
Ça donne, en fait, c'est une indication que la profondeur, le sérieux qui a mis pour élaborer une telle loi, ça aurait pu être beaucoup supérieur à ça. Et quand je me rappelle encore l'avoir vu en commission parlementaire faire du texto pendant qu'un comité, pendant qu'une commission scolaire faisait sa présentation. J'ai déjà vu plus respectueux que ça. J'ai déjà vu plus respectueux et aussi sérieux dans une démarche quand on a une loi semblable qui est sur la table. Donc, ça ne me surprend pas du tout. Et comme je vous disais tantôt, les seuls perdants, les gros perdants qui risquent dans le futur, c'est les parents. C'est les parents qui, actuellement, ils ont déjà de la représentation, qui avaient déjà, mais qui va être différent pour le futur. Vous qui étiez président de la commission scolaire du Lac-Abitibi, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est quoi, qu'est-ce que les parents viennent vous dire? Moi, j'ai entendu quelques commentaires de parents. Il me semble que ça allait pas si mal que ça, loin de là. Et pourquoi ils ont défait ce qui existait. On avait une possibilité d'influencer les décisions, puis effectivement, ça se passait comme ça, parce qu'il y a quand même 3 parents qui étaient au conseil actuellement, dont un qui est représentant les enfants en difficulté, chose qui n'existe plus. L'argument qu'il pouvait dire, ben les parents n'auront juste en nommer un dans le groupe. Ben oui, mais quand on a un siège de réservé, ça veut dire tant et aussi longtemps que les gens qui ne représentent pas ce groupe-là, le siège reste vide. Donc, on fait un effort pour en trouver. Mm-hmm. Tandis que dans le futur, non. On va combler par d'autres mondes, puis c'est d'autres bons mondes, j'en suis convaincu, là. Mais il reste qu'il n'y aura pas de représentation plus précise pour les enfants en difficulté. Il reste à peine 1 minute, M. Barrette. Sur mes fils de presse que je regardais en montant l'émission, c'est qu'on dit que le nom de... Le ministre Roberge n'a plus de crédibilité. Des milliers d'enseignants et de spécialistes de l'éducation ont perdu espoir quant à la capacité de la CAQ d'améliorer le système d'éducation. Et j'en ai d'autres qu'on pourra regarder aussi. Ça ne me surprend pas de voir ça, surtout que vous suivez, comme moi je suis, un peu tout ce qui se passe en éducation. Et c'est pas. Et à chaque endroit, c'est pas nécessairement les ex-commissaires, là. C'est beaucoup de gens indépendants qui ont travaillé, qui ont fait des recherches au niveau de l'éducation et qui s'aperçoivent que le risque que ça soit plus compliqué un peu sont là. Et les risques du grand succès ne sont pas nécessairement présents. Et c'est ce qui est décevant. Ça ne veut pas dire que le statu quo c'était le meilleur, non. Mais on aurait pu faire différemment. On aurait fait autrement. Absolument. M. Barrette, merci infiniment. J'aime ça. Ils vous donnent l'heure juste. C'est toujours intéressant de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.